va commencer. Alors, bienvenue à tous. Le mode de fonctionnement aujourd'hui est un petit peu particulier pour un club, pour ceux qui le connaissent déjà. Je vois qu'on est 18 participants. On n'a pas tous la vision sur votre écran ou sur votre vidéo. À tous les participants, est-ce que vous pourriez activer votre vidéo pour qu'on vous voit tous? Le club, c'est un événement qui se veut participatif et c'est basé sur des échanges. C'est pour ça qu'on a demandé à ce qu'il y ait un mode où tout le monde puisse intervenir et tout le monde être visible. Donc, je vous invite à activer votre caméra dans un premier temps pour qu'on fasse un tour de table. Et puis, tout au long des discussions, vous pourrez désactiver votre caméra si vous le souhaitez et puis la réactiver au moment où vous voulez intervenir. Donc, aujourd'hui, on est une vingtaine autour de la table. On va commencer par une présentation de chacun. Je vous expliquerai très rapidement le principe du club de l'industrie du futur. C'est un mode et un format un peu particulier aujourd'hui, puisque normalement ça se passe dans une entreprise, on est accueilli par un industriel et on fait le tour de son site sur une thématique bien choisie. Et aujourd'hui, c'est, j'allais dire, un club en mode Covid. Mais on a pour ambition de les remettre sur les territoires en présentiel très rapidement. Je vous expliquerai également le mode de fonctionnement sur la thématique qu'on a choisi aujourd'hui sur la décarbonation. Et puis, on abordera du coup les 5 thèmes qu'on a choisis. Et le but, c'est également de pouvoir échanger sur les thèmes qui vous tiennent à cœur et que vous souhaitez partager. Alors, aujourd'hui, on a une vingtaine de participants, une majorité de dirigeants de PME. On a quelques institutionnels. On a 3 grands groupes qui sont avec nous. Et puis ensuite, la catégorie autre, vous avez votre serviteur ainsi que l'équipe R2ID et les intervenants. Donc, je vous propose de commencer à faire un tour de table. Honneur aux dames, on va commencer par Laurie. En plus, tu es sur le début de la mosaïque de mon écran. Alors, je te laisse la main pour te présenter. Le but, c'est qu'on puisse… Le but pour tout le monde, c'est qu'on puisse donner son nom, son prénom, sa fonction et puis la raison de la présence à ce club. Très bien. Bon, merci Xavier. Bonjour à tous. Donc, Laurie Forquès, chargée de mission R2ID, responsable développement industriel de l'UIMM Adour-Atlantique. Alors, on continue. Maëlle? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Maëlle Furet. Je suis responsable hygiène, sécurité, environnement pour le groupe Ormirande. Et donc, j'interviens dans le club en fait pour apporter le témoignage sur les axes qu'on a déjà pu mettre en œuvre vis-à-vis de la décarbonation chez Aéroprotec. Merci Maëlle. Jean-Michel? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, pour ma part, je suis également chargé de mission pour les départements de la Charente et l'Aix-Limousin, donc Creuse, Corrèze et Haute-Vienne, dans le cadre du programme R2ID. Evelina? Moi, il me semble, si on suit la liste. Bonjour à tous, Evelina Otto, donc comme Laurie et Jean-Michel, chargée de mission en développement industriel, mais pour le département de Deux-Sèvres et de la Vienne. Merci. Julien? Bonjour à tous, Julien Morvan, donc le dernier chargé de mission de l'équipe R2ID sur les territoires de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Gironde et des Landes. Bonjour à tous. Paul, tu peux prendre la suite. Bonjour à tous, Paul Abonneau, donc chargé de mission santé, sécurité, environnement de l'association Veille Environnement Entreprise, donc une association d'entreprise qui fait vivre un réseau d'entreprises depuis plus de 20 ans sur la Vienne, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime et soutenue par les UIMM. Donc à ce titre, je suis amené à travailler avec les chargés de mission R2ID. Merci. Merci Paul. Michel? Bonjour à tous, donc Michel Mousset, responsable territorial CETIM
Donc, nous sommes partenaires de l'UIMM auprès, je dirais, de nos industriels des professions mécaniques, métallurgie, à la fois sous l'angle technologique, qui est notre métier de base, mais aussi sur la prospective en lien avec la Fédération des industries mécaniques. Et je vous prie de m'excuser, je devrais interrompre avant, ça ne se fait pas, dans un club, parce que j'anime, je dirais, une séquence sur la prospective à 18 heures, dans lequel tu nous rejoindras, Xavier, tout à l'heure. Je vous rejoindrai avec un petit peu de retard, sûrement. Sean ? Bonjour, donc Sean Koch, je travaille à l'ADEME, l'Agence de l'écologie, et je suis référent décarbonation pour l'industrie pour la région Nouvelle-Aquitaine. Merci. Ensuite, alors je vois 2 personnes, mais on n'a pas votre nom ni le titre. Alors je vous laisse vous présenter. Si vous avez la même suite logique dans la mosaïque, je pense que vous vous reconnaîtrez. Alors bonjour, Lionel Marquezine, je suis responsable administratif chez PY Industrie. Donc on est dans la fabrication d'outils coupants et aujourd'hui on est là pour participer, pour s'informer et essayer de savoir comment on peut améliorer nos procédés de production sur un plan environnemental. Alors, moi je suis René Marquezine, le fondateur de PY. Donc, je suis le père et donc vous venez d'entendre mon fils. Voilà, nous générons dans notre activité beaucoup de calories qui sont rejetées et voilà, notre objet aussi, c'est de savoir comment on peut les réutiliser intelligemment et savoir comment on peut être accompagné. Pour nous, c'est assez complexe, peut-être que accompagné. Très bien. Et ben, on essaiera de répondre à toutes vos interrogations. Et puis, le but, c'est aussi d'avoir votre témoignage sur les réflexions ou les démarches que vous avez pu engager. Donc, on vous écoutera à ce titre-là sur les problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Christine ? Christine, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends. Et il n'est pas prévu que j'intervienne sur cette présentation. Ok. Alors, Christine Deriac, il doit y avoir une erreur, excusez-moi. Je vous en prie. J'ai également la liste de l'ensemble des participants. Alors, je ne sais pas si vous êtes connectés. Par exemple, Pascal Vinzio, est-ce que vous êtes parmi nous ? Moi, je le rappelle, le but du club, hein, c'est de pouvoir avoir des échanges autour des problématiques auxquelles les dirigeants sont confrontés. Le but, c'est qu'on puisse avoir ce partage. Donc, si vous voulez bien activer vos caméras et puis continuer le tour de table pour vous présenter, ce serait très appréciable. Bonjour. Bonjour, monsieur Engel. Oui, Marc Engel, je suis le dirigeant d'Agile Automation, une société qui fait de l'informatique industrielle, qui édite une sorte de système d'exploitation pour piloter des machines de production. Et comme on est dans la chaîne de valeur industrielle, on se pose des questions sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quel impact, et à quel niveau, au niveau de nos logiciels, au niveau de nos choix de clients avec lesquels on va travailler, dans la mesure où on peut choisir, on choisit pas toujours ses clients. Ouais. Voilà, donc c'est à ce titre-là que je découvre ce club. Via Vive Industrie, j'ai vu cette réunion, et c'est pour ça que je suis là. Eh bien, bienvenue, et je pense que c'était l'occasion aussi, on voulait profiter de Vive Industrie pour faire découvrir ce type de club, donc bienvenue à vous, et bienvenue donc à une autre personne dont je ne vois pas le nom sur l'icône. Comment faire pour voir?
Est-ce qu'il y a d'autres personnes parmi nous qui veulent bien se manifester? Bon, je vous propose qu'on démarre et puis j'espère que nos échanges les feront venir. Alors, voilà. Alors, juste un petit rappel de ce que c'est que le Club Industrie du Futur, puisque pas mal de personnes, du coup, le découvrent. Le Club Industrie du Futur, c'est un club de dirigeants qui a pour ambition de mettre en relation des dirigeants d'entreprise, alors principalement sur un territoire, donc sur un territoire d'industrie. Le but, c'est de pouvoir partager des expériences et puis mettre en commun des bonnes pratiques qui ont pu être appliquées sur un site pour pouvoir donner un élan ou apporter des réponses aux autres dirigeants, aux autres pairs qui se posent sensiblement les mêmes questions. La manière dont ça se déroule de manière nominale, j'allais dire, c'est qu'on définit un thème. Alors, vous voyez pas les slides suivants? Je suis toujours sur le slide d'attente. Ah, ça, c'est un problème. Oui, c'est pareil pour moi. Alors, je vais arrêter le partage et puis le recommencer. Et vous allez me dire si ça fonctionne. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui. Ouais. Est-ce que vous voyez bien le slide sur les clubs industrie du futur? Oui. Parfait. Oui. Donc, je suis sur la droite du slide pour vous expliquer ce que c'est que le club industrie du futur dans le mode nominal. Donc, on est accueilli par un industriel sur son site qui a un lien avec le thème qui a été choisi. Et le but, c'est de pouvoir faire une visite de ce site, de s'arrêter sur l'axe qui est lié au thème, et puis de pouvoir ensuite avoir des échanges entre dirigeants sur ce thème-là. On essaye également, lors de ces clubs, d'avoir des personnes qui peuvent apporter une expertise, si c'est lié à un sujet technologique ou si c'est un sujet qui nécessite une vision un peu plus technique. Aujourd'hui, avec le mode Covid, on innove en faisant ce club en visio. C'est pour ça que j'insiste sur le partage et sur la participation, mais le principe est vraiment basé sur une mise en commun d'échanges, de problématiques, et c'est ça qui va faire avancer le débat. Alors, le principe qu'on vous propose aujourd'hui, on a présélectionné 5 thèmes qu'on voudrait aborder, et pour pouvoir avoir une interaction, on va commencer par quelques petites questions sur ces thèmes-là, ce qui va nous permettre ensuite d'échanger. On aura l'ADEME qui nous fera un petit focus sur le thème pour essayer de nous redonner des ordres d'idées ou un éclairage en fait sur le thème. Et puis ensuite, le but, c'est qu'on puisse avoir le partage de votre expérience et de vos témoignages. Le premier qu'on a choisi, donc je vais vous mettre à contribution dès maintenant, c'est la première question. D'après vous, quel challenge principal l'industrie fait face aujourd'hui? Donc, on vous a présélectionné 5 réponses possibles. Et quand on va sur l'onglet chat que vous avez sur votre droite de l'écran, vous avez 5 émoticônes. Donc, pour pouvoir avoir pour pouvoir voter, je vous propose d'utiliser l'émoticône qui correspond à la réponse. Donc, je vous relis la question. Quel est le challenge principal auquel l'industrie fait face aujourd'hui? On a présélectionné des réponses pour vous. Donc, soit c'est la raréfaction des ressources, soit c'est le réchauffement climatique et les risques naturels associés. Est-ce que c'est l'image de l'industrie dans la société civile? Est-ce que c'est plutôt lié aux déchets industriels? Ou encore à la surconsommation énergétique liée à la digitalisation? Donc, Julien, est-ce que tu pourrais rédiger la question dans le chat, que chacun puisse voter à la question?
Merci Julien. Je crois qu'il y a un souci technique. La question s'est affichée dans l'onglet chat. Et donc, je vous invite à voter via les émoticônes pour la réponse qui vous semble la plus pertinente. Alors, Jean-Michel, je vois que tu réponds à des questions. C'est très gentil. Mais comme on est en train d'essayer de répondre à la question, ça perturbe un petit peu les votes. Mille excuses. Alors, pour les autres questions, je vous propose de garder l'onglet chat finalement pour les votes aux questions qu'on va parcourir. Et vous avez un deuxième onglet qui est l'onglet questions qui peut vous permettre de poser les questions à l'équipe. Et ensuite, on peut également vous apporter les réponses sur cet onglet-là. Donc, on réserve l'onglet chat pour l'animation et les participations et l'onglet questions pour toutes les questions de fond que vous pouvez avoir. Donc, Julien vous a remis la question et je vous invite à poursuivre du coup vos votes sur les émoticônes. Donc, le pouce est devant pour l'instant. Donc, la raréfaction des ressources qui prend la tête. Bon, le réchauffement climatique arrive et essaye de rattraper la première question. Alors, le biais de la question est fait un petit peu pour vous faire réagir, mais vous avez bien compris qu'il y a un lien en fait entre tous les thèmes, mis à part le thème de l'image de l'industrie. Évidemment, l'ensemble des thèmes sont intimement liés. On est dans un monde qui est systémique et évidemment, la raréfaction des ressources et la consommation énergétique et la consommation qu'on en fait, de toute façon, touche également les ressources qu'on peut avoir à notre disposition et la transformation qu'on en fait vont générer des déchets. Donc, en fait, c'est quand même un problème sur lequel l'ensemble de ces thèmes sont liés. Alors, est-ce que, Sean, vous souhaiteriez intervenir sur ce thème-là pour nous... Est-ce que j'arrive à passer l'autre slide? Exactement. Est-ce que vous souhaiteriez nous expliquer le principe qui est lié à ces problématiques-là, et notamment le principe d'éviter, réduire, compenser? Oui, bien sûr. Qui peut être une première réponse. Oui, bien sûr. Comme vous l'avez dit, en fait, les émissions, le principal, le consensus un peu aujourd'hui, c'est que il y a la raréfaction des ressources, par exemple, ou les déchets, mais on va dire il y a un problème qui englobe un peu tout ça, c'est le réchauffement climatique qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand on parle de décarboner, alors décarboner, vous pouvez le taper sur Internet, vous verrez que c'est un mot inventé, c'est un mot fourre-tout qui veut un peu tout dire, mais en gros, ça veut dire réduire les émissions de gaz à effet de serre d'un site. Pour réduire les gaz à effet de serre, il y a plusieurs techniques. On peut, par exemple, si vous voulez réduire vos émissions quand vous faites un trajet en voiture, vous pouvez moins utiliser votre voiture. On appelle ça la sobriété. Pour l'industrie, c'est un peu difficile d'aller voir une industrie et de lui dire vous devez produire 2 fois moins pour réduire vos gaz à effet de serre. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table que c'est un peu compliqué. Donc, ça remet vite en cause le business model de l'entreprise, en fait. Exactement. C'est-à-dire que la sobriété, on va travailler dessus en aval. C'est-à-dire qu'on va peut-être travailler pour que les gens, pour que les consommateurs utilisent moins de voitures ou utilisent moins de gaz pour se chauffer. Par contre, on ne va pas demander aux industriels de couper le robinet, en quelque sorte. Donc, les autres leviers qui nous restent, donc en premier, c'est toujours le même principe. Si on peut éviter un problème, c'est toujours plus simple. Donc, si on peut éviter d'émettre des gaz à effet de serre, il ne faut pas hésiter. On sait très bien, dans la réalité,
pour produire, pour consommer, pour produire, on a besoin d'énergie. Si on a besoin d'énergie, on va émettre des gaz à effet de serre obligatoirement. Donc, si on peut réduire, on le fait. C'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est-à-dire tout simplement de se dire à isoproduction, on réduit la consommation d'énergie qu'on a besoin pour produire un certain produit. Donc ça va être le premier levier. Il faut toujours commencer un peu dans cet ordre-là. On va essayer d'éviter les consommations sans impacter notre production finale. Ça, c'est le premier point. C'est très regroupé avec réduire, en fait. Éviter et réduire, c'est le même carré. Hein. C'est tout ce qui est lié à l'efficacité énergétique. Ensuite, on va avoir tout ce qui est compensé. Donc, compenser, on va aussi, c'est ce qu'on appelle, par exemple, si vous substituez de l'énergie carbone par de l'énergie renouvelable, si vous passez sur de l'électrification. Donc ça va être un peu la deuxième étape. Une fois qu'on a essayé de travailler en amont sur la consommation pour la réduire au maximum, ensuite, on va essayer de la substituer pour partir sur une émission plus propre. Et le troisième point, ça va être compenser. Donc bon, c'est un peu ce qu'on voit là. Compenser, c'est le dernier bloc. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où on ne peut pas éviter les émissions, on les a réduits au maximum, on est passé au maximum sur des énergies vertes ou des énergies de substitution. Pour compenser, il y a différentes technologies qui existent aujourd'hui voilà. On sait très bien qu'il y a des émissions qu'on ne pourra pas éviter. Donc la compensation, ça peut passer par le stockage de carbone. Pour donner un exemple, on prend le carbone qui est émis, on le met sous forme de gaz et on le stocke sous terre. Ça peut paraître un peu ça existe aujourd'hui. Donc c'est une technique, mais ça sera vraiment en dernier recours. Bien avoir le cheminement pour réduire nos émissions. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir sur ce thème-là? Est-ce que c'est des réflexions que vous avez au sein de vos entreprises? Maëlle, par exemple, je sais que c'est une première étape que vous avez pu réaliser chez Aéroprotec, notamment d'avoir cette démarche de compréhension des émissions que vous pouvez avoir. Oui, tout à fait. Nous, en fait, le préambule aux différents projets qu'on a pu mettre en œuvre, ça a été en fait de réaliser ce qu'on appelle un diagnostic écoflux. Donc le diagnostic, il avait du coup pour objectif de nous permettre de faire un audit de nos rejets et de nos procédés industriels à un instant T et de voir quels étaient en fait les axes d'optimisation pour améliorer notre impact sur l'environnement en général. Donc c'était à la fois sur les rejets aqueux, sur les rejets atmosphériques, sur notre consommation énergétique. Voilà, c'était une démarche globale de base qui nous a permis en fait de structurer ensuite les projets qu'on a pu mettre en œuvre dans l'entreprise. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur cette thématique? Alors, oui, on passe à la question. Je voulais juste dire une chose, c'est que sur les deux premiers, éviter, réduire, on consomme moins d'énergie et en général, ça va aussi de pair avec des économies. Et par contre, sur la troisième partie, compenser, là, on va devoir d'une certaine manière, quand on parlait d'enterrer du carbone, consommer de l'énergie pour enterrer du carbone ou enfin ça va coûter d'une certaine manière et que les deux premiers on peut essayer, enfin il faut tout faire pour arriver à le faire. Le dernier point c'est plus compliqué parce que lui il va avoir en plus un impact de consommer d'une certaine manière de l'énergie et du financement, etc. Ouais. C'est vrai que cet aspect-là, c'est ce qu'on voit beaucoup quand on traite du B2C, où on voit des effets d'annonce en fait d'entreprises qui disent si vous achetez mon produit, je vais planter un arbre. Voilà, c'est ce principe de compensation. On voit pas le reste de la démarche et on a du mal en tant que consommateur à savoir si les premières étapes ont bien été réalisées. Et par ailleurs, cette compensation,
pour poursuivre un peu le sujet, m'intéresser aux propos de Jean-Marc Jancovici, où dès que une entreprise dit qu'elle plante des arbres, ben, lui tombe dessus en disant qu'au final, si on plantait, on couvrait la planète d'arbres, on va pas remplacer tout le pétrole qui a été accumulé pendant je sais pas l'ordre de grandeur, des millions, des milliards d'années, mais voilà, enfin, c'est un peu, moi, les sujets qui me posent question par rapport à ça. Vous avez tout à fait raison. Hein. Pour être honnête, le mot compenser à l'ADEME, c'est un petit peu un gros mot. C'est-à-dire que le plus important, c'est éviter, réduire. Et la compensation, je dirais que c'est vraiment le dernier point quand il n'y a plus rien à faire. Donc, ça ne concerne, je dirais que ça ne nous concernera même pas, parce que c'est vraiment pour les grosses entreprises très émettrices où on ne peut plus rien faire. Mais vous avez tout à fait raison. Déjà, forcément, si on à isoproduction, on produit autant, mais on consomme moins, bah, vous allez avoir forcément des économies d'énergie avec un retour sur investissement. Il y aura toujours un investissement de départ, mais vous allez toujours finir par rembourser cet investissement. Donc, vous avez tout à fait raison. Concentrons-nous tout à fait sur la partie éviter et réduire, qui est vraiment la base. La partie compensation, c'est pour que vous ayez l'information, mais effectivement, vous avez raison, c'est en dernier recours. Après, excusez-moi, je ne veux pas monopoliser la parole, mais j'avais une petite réaction quand vous avez dit remplacer des énergies décarbonées par des énergies renouvelables. J'aurais dit par des énergies décarbonées. Après, ça laisse, la marge entre les deux, c'est le nucléaire, justement. Je veux pas lancer ce débat-là, mais c'est la différence que je fais entre décarboné et et renouvelable. Non, vous avez raison. En fait, même le terme décarboné est un mauvais terme parce qu'une énergie décarbonée n'existe pas. Oui. Par contre, il y a des énergies bas carbone. Par exemple, il y a vraiment un gouffre entre une énergie fossile et une énergie éolienne et aussi, vous l'avez dit, nucléaire. Le problème du nucléaire, c'est qu'il y a d'autres externalités, il y a d'autres pollutions qu'on a vues dans le premier cas. Mais vous avez raison, si on est sur un mode strictement sur la décarbonation, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'électrification, c'est-à-dire de remplacer un matériel par un matériel électrique, parce que l'électricité en France est très bas carbone. Mais bon, il y aura d'autres problèmes derrière. Mais sur strictement la décarbonation, l'électrification fait partie, est un levier de décarbonation. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? On passe à la suite. Alors, la suite, c'était savoir si vous connaissiez bien votre région. Je pense que vous êtes une grande majorité à faire partie de la Nouvelle-Aquitaine. Le but, c'était que vous puissiez nous donner l'ordre d'idée de la part d'émissions des gaz à effet de serre de l'industrie en Nouvelle-Aquitaine. Merci Julien d'avoir noté la question donc, dans le chat. Vous pouvez voter via les émoticônes dans le chat. Bon, tout le monde n'est pas d'accord. La part d'émission par rapport à quel total? Par rapport au... Alors, c'est une bonne question. La question n'est... Enfin, le total d'émissions de la Nouvelle-Aquitaine considère l'ensemble de l'activité de la Nouvelle-Aquitaine. Toutes les émissions sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Ouais. D'accord. Alors, on a une majorité plutôt sur un poids à 30%. Et j'ai 30. Allez, je vais vous laisser découvrir la réponse. Et juste avant, une autre question qui est intimement liée. D'après vous, quelles sont les industries qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre? Donc, on vous en a listé 5. L'industrie chimique et pharmaceutique, donc qui englobe toute cette industrie et toutes les industries connexes. La métallurgie,
l'agroalimentaire, le textile ou la construction? Moi, je vais faire la chimie. On a des réponses aussi assez disparates. Sean, est-ce qu'il y a assez de réponses pour qu'on puisse enchaîner sur les réponses? On est parti? Allez. Allez, c'est parti alors. Je vous laisse commenter. Oui, tout à fait. Ben, en fait, on est à 10% pour l'industrie. Donc, bon, ça, bien sûr, on est sur des estimations. Hein, c'est toujours difficile pour estimer, mais on serait aux alentours de 10%. On peut bien voir sur le schéma. Pour la Nouvelle-Aquitaine, alors c'est quand même une particularité de la Nouvelle-Aquitaine, hein, parce que dans d'autres régions, on peut être plus autour de 15, voire 20%. Et pour la... Alors oui, le chiffre en général qu'on donne au niveau national, c'est plutôt autour de 20-23%. Exactement. Voilà, c'est ça. En fait, la Nouvelle-Aquitaine a la particularité déjà d'être une très grande région. Donc, le transport, par rapport à, par exemple, des Parisiens qui vont beaucoup moins utiliser de la voiture, quand on est dans une grande région, un peu rurale, avec une grande partie rurale, on a forcément beaucoup de transport. Et on a aussi l'agriculture qui pèse assez lourd, vu qu'on est la première région agricole d'Europe. Donc, forcément, les émissions liées à l'agriculture sont un petit peu plus élevées. Voilà pourquoi l'industrie est un petit peu minorée par rapport à la moyenne nationale. Mais on est tout de même autour des 10%. Alors, je ne sais pas combien. Et alors, sur les industries. 10%. Comment? Je ne sais pas combien de personnes avaient trouvé 10%. Oh, on était pas mal. Moi j'avais trouvé 10. Hein. Et alors, sur les industries les plus émettrices? Alors là-dessus, on a eu une majorité pour chimie, pharma, métallurgie. Alors, là, je vous avoue que j'aurais tendance à dire plutôt chimie, pharma. Ça dépend ce que vous comptez dans la métallurgie. Alors, la métallurgie prend en compte l'extraction et le traitement des métaux des hauts fourneaux. D'accord, mais dans ce cas-là, ça sera la métallurgie avec la chimie en second, si je ne dis pas de bêtises. Et non, en fait, ils sont dans l'ordre. Et voilà. Alors, l'ordre d'idée, hein, c'est que le secteur de la chimie et de la pharmacie, tout confondu, a plutôt un poids de 23%. La métallurgie, on est plutôt autour de 15% et l'agroalimentaire plutôt autour de 12%. D'accord. Voilà, j'ai bien fait de ne pas voter. Alors, oui, mais bon, c'est quand même assez lié à la physique et à la chimie des choses. Hein. C'est-à-dire que dès lors qu'on va toucher aux liaisons entre atomes, bah, ça va nécessiter, en fait, la transformation de ces liaisons-là va nécessiter quand même une énergie assez importante. Et du coup, l'énergie utilisée pour la transformation de ces atomes et de ces molécules est plus consommatrice que la transformation, de la mise en forme ou de matériaux. Donc, c'est ce qu'on retrouve comme logique, en fait, dans ces choses-là. Et puis ensuite, dès qu'on a des industries de process, les industries de process sont aussi beaucoup plus consommatrices d'énergie que d'autres industries. Est-ce que c'est des choses pour lesquelles vous étiez conscient, pardon, je sais pas, monsieur, je sais pas si je prononce bien, monsieur Engel. Oui, Engel, pardon. Pas forcément conscient de l'ordre dans le détail de l'industrie. Je me suis trompé d'ailleurs. Donc tout ça pour dire que en fait chacun a un rôle à jouer, quel que soit le poids qu'on puisse avoir, et même si le poids de l'industrie en Nouvelle-Aquitaine est plus réduit proportionnellement aux autres émissions, si on considère les valeurs absolues, de toute façon tout a un impact.
Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Et juste pour ajouter aussi, en Nouvelle-Aquitaine, on a surtout on a aussi tout ce qui est fabrication, industrie du papier et du carton, qui est un gros secteur énergivore, notamment parce que il y en a beaucoup en Nouvelle-Aquitaine parce il y a beaucoup de biomasse, beaucoup d'arbres. Donc c'est un secteur, c'est aussi une particularité de la Nouvelle-Aquitaine d'avoir l'industrie du papier et du carton qui est très émettrice dans la région. Merci. Alors là, je revenais sur les différents axes en fait d'optimisation dont vous avez commencé à parler tout à l'heure, Sean. Je ne sais pas si vous voulez enchaîner pour commenter les cinq leviers qui permettent d'avoir des actions en fait sur la réduction des gaz des émissions de gaz à effet de serre. Oui, tout à fait. Non, mais il faut toujours penser que la priorité déjà, c'est on le verra un peu plus tard, mais déjà de connaître quelles sont les émissions sur notre site. Et après, voilà, les différents leviers. Alors, encore une fois, captage et stockage du carbone à mettre entre parenthèses, mais on le cite quand même parce que c'est un vrai levier qui est identifié par le GIEC, notamment pour atteindre la neutralité carbone. Mais nous, ce qui va vraiment nous concerner, toujours en premier lieu, l'efficacité énergétique, l'efficacité matière qui est tout simplement, si vous pouvez utiliser des matériaux, des matières premières moins énergivores à fabriquer, il ne faut pas hésiter d'utiliser le recyclage des matériaux, une part de matières recyclées en amont. Forcément, vous allez moins consommer parce que l'extraction minière est une des industries les plus émettrices de gaz à effet de serre dans le monde. Les nouveaux procédés de production, donc on a parlé électrification notamment, et après tout ce qui est passé sur des énergies bas carbone, voilà, remplacer le charbon, le fioul lourd et le gaz par de la biomasse, par du solaire. Ça, c'est pour de l'autoconsommation ou de l'éolien au niveau du mix national, forcément. C'est des choses qui vont avoir des gros impacts sur vos émissions, avec notamment des nouvelles choses qui émergent, avec l'hydrogène, qu'on entend beaucoup parler. Voilà, avec des nouvelles pistes pour remplacer toujours cette énergie fossile qui est extrêmement émettrice. Maël, est-ce que vous souhaitez rebondir là-dessus alors, je sais que le diag écoflux permet pas trop de définir en fait sur ces 5 leviers l'analyse que vous avez pu réaliser. Est-ce qu'elle vous a permis de définir quels sont les leviers que vous avez activés dans votre plan d'action? Si le diagnostic écoflux, en fait, c'est ce que je regardais. Nous, ça nous a permis d'intervenir sur 3 des 5 leviers qu'on voit. Donc, le plus important, c'était l'efficacité énergétique. Donc, vraiment, comment réduire en fait notre consommation en gaz et en électricité principalement en récupérant l'énergie et en la réutilisant pour nos process industriels. Ça nous a permis de faire un gros travail sur les nouveaux procédés de production, notamment sur le recyclage de l'eau. L'industrie du traitement de surface utilise énormément d'eau en fait pour pouvoir rincer les pièces après traitement. Et donc, une de nos principales actions, ça a été justement de travailler sur le traitement en circuit fermé de nos eaux pour pouvoir les réutiliser. Et le dernier levier, c'est l'efficacité matière, avec la substitution notamment des matériaux les plus dangereux d'un point de vue chimique pour l'humain, mais aussi d'un point de vue environnemental. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont déjà réfléchi à un plan d'action lié à ces 5 leviers et qui souhaiteraient le partager avec nous? Juste pour signaler quand même un point, donc Jean-Emmanuel Gilbert à Coissé. Il y a un point qui apparaît quasiment jamais dans toute cette stratégie, c'est en fait l'usage de l'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on a observé chez nos clients, puisque nous, on fait de la réduction des consommations d'eau. Et en fait, lorsqu'on fait des bilans 1 an, 18 mois après, un des retours qui est extrêmement intéressant, c'est en fait, là où on a gagné le plus, c'est sur l'énergie. Pourquoi? Parce que quand vous transportez 1 mètre cube d'eau, 1 mètre cube, c'est 1 tonne. Donc, quand vous avez des sites industriels, vous avez cité tout à l'heure, par exemple, l'industrie papetière, vous avez des sites qui utilisent plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes par jour.
Et donc, ça veut dire que vous poussez des dizaines de milliers de tonnes par jour. Donc, vous avez des pompes partout, vous avez des aérateurs partout, etc., etc. Et donc, le levier eau est un levier sous-estimé sur l'efficacité énergétique, sur la réduction des consommations plus particulièrement. Et le deuxième aspect, c'est que l'eau, comme elle est utilisée aussi pour l'énergie, à la fois dans les transports thermiques, en fait, que ce soit sur les parties vapeur ou eau glacée, en fait, faire de la performance sur ces aspects-là réduit là encore la partie énergie. Et force est de constater chez nos clients, hein, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment pris en compte, alors que c'est un effet de levier qui est quand même assez important. Voilà. Et du coup, avec un retour sur investissement qui peut être rapide. Alors, rapide, ça va dépendre de ce que l'on fait comme type d'action, hein, et puis ça dépend de quel est le point de départ. C'est pas du tout comparable à un industriel de l'agroalimentaire ou de la chimie ou alors du papier qui peut consommer des quantités extraordinaires. Hein. Là, on en a un, bon, c'est une plateforme, ils font 21 000 m3 à l'heure. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne, hein, d'accord ? C'est gigantesque, hein, d'accord. Donc derrière attaquer des sites qui sont aussi conséquents, ça se fait pas en rien que comprendre comment ça fonctionne au niveau de l'eau, ça peut prendre 6 mois, quoi, hein, parce que c'est énorme. Et à l'opposé, vous pouvez avoir des activités qui sont moins gourmandes en eau, mais faire simple et avoir des leviers d'action qui sont faciles à mettre en œuvre, parce que pour faire un parallèle un petit peu avec l'efficacité énergétique, on s'est retrouvé dans les bâtiments à avoir on va dire des passoires, ce qu'on a appelé des passoires thermiques. En fait, comme l'eau n'était pas un sujet jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on a beaucoup de passoires hydriques, en fait. C'est-à-dire que les procédés industriels, les usages de l'eau de manière générale n'ont pas été pensés de manière efficiente. Voilà. Donc là, il y a une grande diversité, pour répondre à votre question, il y a une grande diversité de situations. Mais dans tous les cas, sauf sur des usines qui ont déjà fait des progrès, qui se sont déjà attaqués à ce sujet-là, on arrive quand même assez rapidement à tomber quelques dizaines de pourcents en termes de consommation. Et bien sûr, il faut faire la même chose sur la partie pollution. D'accord ? Parce que là, on y gagne aussi. Si vous balancez moins de pollution dans les tuyaux, ça veut dire qu'au niveau de la station d'épuration, vous en avez moins à abattre, donc vous aérez moins, vous utilisez moins de produits chimiques, etc., etc. Quoi. Tout ça, c'est un ensemble. Bon, voilà, une petite parenthèse sur. Merci, mais ça me permet également de réagir, parce qu'on échangeait ce matin avec Maël justement sur les démarches qui sont liées au traitement de l'eau. En tout cas à l'approvisionnement et puis au traitement de l'eau. Et quand je disais le retour sur investissement est plus rapide, je sais pas Maëlle si vous souhaitez expliquer les objectifs qui étaient fixés et puis la réalité des choses par la suite qui a été plus bénéfique que prévu. Oui. Nous, alors pour vous donner une idée, on utilisait à peu près 3500 m3 d'eau par mois. Donc avant la mise en place du recyclage de l'eau, aujourd'hui on est en dessous des 500 m3 au mois. Donc on a un gain de quasiment 85% en fait au niveau de l'économie en eau de ville. Pour ce projet, donc ce projet il a été démarré et mis en œuvre avec une réception des travaux à peu près sous 1 an. Ça nous a pris entre le moment où on a décidé de le faire, réaliser l'étude, réaliser les dossiers de subvention, réaliser les travaux et mettre en route l'installation, ça nous a pris environ 1 an. On avait calculé un retour sur investissement au bout de 2 ans et en fait, au vu des gains faramineux, on a eu un retour sous investissement sous 3 mois avec cette installation. Donc, ça veut dire qu'en 3 mois, en fait, notre installation de traitement de l'eau a été rentabilisée tout en réduisant du coup notre consommation de 85%. Donc ça a été intégralement une réussite. Et c'est vrai que, en fait, la différence entre le retour sur investissement théorique et ce qui s'est passé en réalité, ça s'explique notamment parce que justement, on n'avait pas forcément pris en compte le fait qu'on allait moins utiliser les pompes de traitement, moins utiliser ce qui nous permettait de refroidir l'eau. Notre station en fait de traitement qui nous permettait de rejeter aux égouts, elle était utilisée en continu et aujourd'hui, on ne l'utilise plus qu'une fois par jour. Et donc, forcément, c'est des gains énergétiques qui se retrouvent très rapidement. Oui, c'est toute la complexité d'essayer d'anticiper dans les calculs ou dans les estimations ce que ça va toucher. Oui. C'est peut-être assez facile de le voir ou de l'analyser
sur le cœur du sujet, mais tout ce qui est connexe et tout ce qui est lié à ça, l'estimation est peut-être un peu plus compliquée. Ouais. En tout cas, ça rejoint votre remarque sur le fait que oui, s'attaquer à la problématique de l'eau peut être vite un bénéfice. Ouais. Bah, en fait, c'est simple, hein. L'eau, c'est un levier qui impacte quasiment toute l'activité de l'entreprise parce qu'on l'utilise pour nettoyer, pour transporter, pour refroidir, pour diluer comme ingrédient, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de gains qui sont induits en fait par l'action sur l'eau. Alors, vous avez un premier gain directement sur le nombre de mètres cubes consommés et puis éventuellement les taxes en sortie sur la pollution. Mais ensuite, vous faites vraiment de la performance industrielle. Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a un rapport de Entreprise pour Environnement, qui est une des grandes organisations, on va dire, du CAC 40 sur les problématiques. Ils ont fait un rapport en 2018 que vous trouvez sur Internet, dans lequel ils mentionnent de manière explicite que toutes les opérations qui ont été recensées et qui sont présentées, en fait, sont extrêmement rentables. Voilà. Parce que le périmètre, en fait, il ne faut pas calculer l'eau vis-à-vis du coût du mètre cube, c'est une erreur complète. Nous, on a fait ce type d'évaluation. Le coût de l'eau, au sens strict, c'est environ quelques euros le mètre cube. Quand on prend un périmètre élargi, c'est-à-dire comme vient de l'expliquer Maël, c'est-à-dire l'énergie, le fait qu'on a moins d'emmerdement, le fait qu'on utilise moins les pompes, donc la maintenance est meilleure, etc., etc. C'est quelques dizaines d'euros par mètre cube. Alors, ça va dépendre de votre activité, de la taille du site, hein. Mais c'est pas du tout. Il y a une erreur fondamentale sur l'impact de l'eau en performance industrielle. Merci. Moi, j'avais un commentaire complémentaire sur l'efficacité matière et le recours aux matières recyclées. En lien avec, je vois qu'en haut à droite, il y a Usine du Futur. Ça demande d'avoir des machines adaptatives, de pouvoir faire ça. Les matières recyclées, elles sont pas aussi pures, aussi facilement gérables que des matières qui ont été faites de l'acier pur ou du plastique qui a été vraiment produit d'un seul type. Et ça demande, ça c'est quelque chose que nous on a identifié, d'avoir des machines plus intelligentes pour être capables de s'adapter aux produits qu'elles ont en entrée, qui n'est pas toujours le même. Voilà, c'était un commentaire que je voulais faire par rapport Mais à ça. je vous rejoins. J'étais la semaine dernière sur un site de traitement de déchets du groupe PENA dans la région, qui a développé du coup des produits qui sont utilisés maintenant dans les alors je sais pas si c'est des chaudières, mais pour les cimentiers et pour la production de chaleur. Et donc, ces cimentiers ont dû adapter en fait leur chaudière et changer ce système de chaudière pour pouvoir être alimentés par d'autres combustibles qui sont un peu moins purs ou un peu qui ont finalement d'avoir un outil en fait qui permet d'être plus flexible et plus adapté à plusieurs sources d'énergie. Donc là-dessus, oui, le calcul de retour sur investissement. Alors pour ces cimentiers-là, le retour sur investissement, il était plutôt entre 5 et 7 ans. Voilà, avec une utilisation de déchets recyclés autour de 30% d'alimentation. Bon, après, c'est des... Oui, pardon. Ouais. Juste pour intervenir dessus, effectivement, je trouve que c'est un très bon exemple si on reprend le cas de l'eau, si on identifie des fuites qu'on va colmater ou des manières organisationnelles pour éteindre une machine qui n'a pas besoin de tourner, c'est des choses avec très peu de frais qui vont générer des économies. Vous avez raison, si demain, après ça, quand on passe sur remplacer des équipements, pour pouvoir intégrer de la matière recyclée, ou si on reste sur l'exemple de l'eau, mettre des variateurs de vitesse sur les pompes, ça peut faire économiser jusqu'à 50% de l'énergie. Mais forcément, ça a un coût. Et dès qu'on commence à aborder ces questions de coût, nous, c'est là où l'ADEME, ou pas que l'ADEME, mais les aides étatiques vont intervenir pour justement... On sait que ça va vous coûter un investissement de base. Il y en a qui auront des temps de retour très rapides, d'autres où il faudra des temps de retour un peu plus longs. Et c'est là où justement les aides sont là pour réduire ces temps de retour, tout simplement pour les faire passer
sur voilà, autour de 2 ans, c'est un peu le but qu'on se donne dans l'industrie. On part du principe qu'au-delà de 3-4 années, forcément, l'argent peut être utilisé pour d'autres choses qui seront peut-être avec des temps de rentabilité plus courts. Donc, c'est là où les aides, tout ça pour dire, c'est là où les aides justement sont là pour baisser vos coûts d'investissement, parce qu'on sait que ça, il y a un coût d'investissement forcément non négligeable. Mmh. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou on passe peut-être? Allez-y. Moi, j'aimerais bien prendre la parole, PY Industrie. Bon, nous, on en est vraiment au début de notre démarche. On n'a pas de problème, nous, avec l'eau, mais plutôt avec la chaleur, la température. Nous avons un atelier de production avec 9 machines robotisées. Elles sont toutes équipées de frigos, de refroidissement pour maintenir de l'huile en température. Et tous ces frigos qui sont là pour générer du froid, ben, génèrent forcément de la chaleur et des calories qu'aujourd'hui on capte et que l'on met à l'extérieur. Parce que sinon, ça nous réchauffe l'atelier, ça nous fait monter en température. Et pour vous donner un exemple, quand au mois de l'été, quand on rentre dans les canicules, qu'il y a 35 degrés dehors, on a 43 dans les ateliers à cause de ces frigos. Donc, aujourd'hui, cette énergie-là, on la met dehors. Et dans notre démarche, on voudrait se faire une étude pour mesurer tout ce potentiel, comment on peut le retraiter en électricité. Parce qu'il n'y a pas possibilité de stocker cette énergie, à ma connaissance, sinon ça serait facile, mais donc ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir la retransformer en électricité qui réalimente nos machines pour baisser nos coûts. Donc voilà, on est un peu tout nouveau dans la démarche. Et je pense qu'on va faire des canicules régulières tous les ans maintenant. Et voilà, c'est une problématique parce que au-delà. On vous écoute. Oui. Oui, donc je voulais juste rajouter qu'il y a bien sûr l'impact de ce qu'on pourrait récupérer pour amortir ces investissements, mais ça, ce sont les impacts directs. Il y a les impacts indirects. Par exemple, quand on surchauffe, on a des composants de commande numérique qui supportent pas le dépassement de 40 degrés. Donc, ça peut générer des arrêts machines, des pertes de production, des cartes électroniques à changer. Et tout ça, ce sont des coûts à intégrer aussi parce que on produit pas. Et voilà, donc il y a vraiment une grosse analyse, une étude complète à faire. Voilà, moi ce que j'aimerais aussi savoir, c'est comment on peut être accompagné financièrement pour avoir une étude conséquente, quoi, qui vraiment puisse nous éclairer dans les possibilités de mieux utiliser cette énergie. C'est parfait parce que c'est un très bel exemple de la récupération de chaleur fatale. C'est souvent la question qu'il faut toujours se poser, vous l'avez très bien fait, c'est j'ai de la chaleur fatale, j'ai de la chaleur qui aujourd'hui sert à réchauffer les oiseaux, comme on dit. Qu'est-ce que je peux en faire pour la récupérer? Idéalement, la récupération de chaleur fatale, ça marche bien, par exemple, dans l'agroalimentaire, parce que ce sont des entreprises qui ont besoin de chaud et de froid. Donc, si vous pouvez la réutiliser sur un procédé, c'est toujours l'idéal. En deuxième, c'est la récupérer au moins pour le chauffage des ateliers 6 mois dans l'année. Alors bien sûr, avec toujours ce qu'on appelle un double flux pour pouvoir l'évacuer dehors quand il fait trop chaud. Et en dernier point, alors là c'est très général, ce que je vous dis, bien sûr c'est du cas par cas suivant chaque entreprise, mais en dernier cas, on a ce qu'on appelle la cogénération, c'est-à-dire on crée de l'électricité avec cette chaleur. Mais il faut vraiment que ce soit une grosse quantité de chaleur constante et forcément un ORC, donc une machine pour le transformer en chaleur, c'est un gros investissement. Donc là, c'est très bien de se poser ces questions. Ici, il faut faire tout simplement une étude, il faut faire une étude énergétique pour voir, de mettre quelqu'un d'externe qui mette le nez dedans pour vous faire les différents scénarios entre récupérer sur un process, récupérer pour le chauffage, récupérer sur une autre machine.
le transformer en froid. On peut aussi transformer la chaleur en froid, la retransformer ou faire de l'électricité. Donc là, ça sera vraiment, il n'y a pas de bonne réponse. Ça sera une étude de faisabilité qui va vous comparer les différents scénarios. Donc Sean, la question était, est-ce qu'il y a des aides pour justement initier cette étude-là? Alors, oui. Alors, ça va dépendre. C'est-à-dire, dans la majorité, si vous êtes une PME, oui, on accompagne pour tous les études énergétiques ou de faisabilité. Donc, dans ce cas-là, vous aurez une aide. Si vous êtes une TI, une grande entreprise, ça dépend. Ça dépend des modalités, mais vous avez très certainement des aides, soit de la part de l'ADEME, soit de la part de la région. Je ne veux pas vous répondre par l'affirmative, parce qu'il y a des cas particuliers où ça passe entre les gouttes, mais dans la majorité des cas, vous allez avoir une aide effectivement pour l'étude de faisabilité, tout à fait. Et on a aussi ce qu'on appelle le fonds chaleur à l'ADEME, qui est un fonds justement mis en place pour tous les projets de récupération de chaleur. Donc, une fois que vous aurez identifié, donc la base dans tous les cas, ça sera de faire l'étude qui sera très certainement financée en partie par l'ADEME ou la région. Et après, il y a aussi des aides pour tout ce qui est la récupération de chaleur, le mécanisme, le système, pour récupérer la chaleur et la valoriser. C'est pas que je veux pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment du cas par cas. Ce que je vous conseille derrière, c'est de me contacter, comme ça, je pourrais vous répondre vraiment pour votre cas. Mais très certainement, il y aura des aides pour la réalisation, tout à fait. On appelle ça des aides à la décision. Tout à fait. Parce que c'est vrai que l'été, on met du chaud dehors, alors qu'on pourrait peut-être s'en servir pour générer du froid, pour climatiser les bureaux, voilà, peut-être supprimer des clims. Parce qu'aujourd'hui, les bureaux sont réfrigérés, mais avec des unités à part, quoi. Et l'hiver, c'est pareil, ça peut se transformer en chaleur, effectivement, pour chauffer les ateliers. Aujourd'hui, on utilise des machines-outils qui sont de plus en plus technologiques, avec énormément d'électronique, de composants, de capteurs, et qui ont aussi leur fragilité parce qu'ils chauffent lors des utilisations. Il faut aussi les refroidir, mais voilà, ils ne supportent pas des dépassements de température. Et lorsqu'on a un composant qui lâche, ben déjà, il faut l'identifier. Il faut le remplacer. Pour peu qu'on ait la poisse, eh bien, il y a des fois, il y a 15 jours d'arrêt, la machine ne tourne plus. Enfin, voilà, ça a des conséquences qui sont vraiment gênantes. Et en plus, on envoie tout ça dans l'atmosphère. Tout à fait. Et vous l'avez dit, en plus, les ateliers qui se réchauffent, ça devient de plus en plus, malheureusement, ça devient de plus en plus un problème d'avoir des ateliers. Souvent, les machines doivent respecter certaines températures entre 25 ou 30 degrés maximum. Et on a le problème que on peut pas imaginer climatiser un atelier, mais on a vraiment des problèmes à cause du dégagement de chaleur. Comment on fait lors des canicules de plus en plus fréquentes. Donc, c'est un vrai secteur qui est en train d'émerger. Comment refroidir des grands espaces sans climatiser? On veut pas être à 18 degrés, mais de garder à 25 degrés, 28 degrés, c'est un nouveau secteur qui émerge. Ouais. Tout à fait. Un atelier rafraîchi, déjà, c'est déjà du confort. Il y a aussi le confort, tout à fait, des opérateurs. C'est également le cas, oui. Est-ce que vous êtes dans une zone industrielle? Est-ce qu'il y a d'autres industries autour de vous? Alors, nous sommes situés à Montardon, dans la banlieue de Pau, au nord. On est sur une zone effectivement industrielle, oui. On n'est pas loin d'Aéroprotec. Donc, voilà. Et nous sommes une petite PME, une vingtaine de personnes. Très innovante et très réactive, je précise. Merci Laurie. Est-ce que il y a eu, alors je vous pose la question de manière, est-ce qu'il y a d'autres industries autour de vous qui utilisent la chaleur comme source d'énergie? Nous, on a fait la même chose en fait. Chez Aéroprotec, on a des groupes froids qui nous permettent de refroidir certains bains de traitement. Et effectivement, pour faire du froid, il faut faire du chaud. Et en fait, sur notre nouvelle usine, on récupère cette énergie pour chauffer l'atelier l'hiver et pour le refroidir l'été. Très bien.
Bon, parce que en fait, je pense que vous l'avez compris, mais la suggestion qu'il y avait derrière la question, c'est si on réfléchit seulement autour de son site industriel, souvent on est confronté à des problématiques peut-être qui sont pas solvables en soi, mais dès lors qu'on va étendre un petit peu le périmètre d'études, il peut y avoir des voisins qui ont besoin de cette source d'énergie-là. Tout à fait, ou un réseau de chaleur aussi. Un réseau de chaleur tertiaire, c'est aussi quelque chose qui peut être envisagé. Ouais. Bon, donc Laurie, je note que tu vas prendre le sujet en main pour voir et pour guider sur l'ensemble des dispositifs qui peuvent être qui pourraient accompagner PY. Avec plaisir, et puis on fera le lien direct avec Sean Cock aussi. Parfait. Merci. Alors, je vous propose d'enchaîner. C'est un lien du coup avec ce dont on parlait. L'idée, en fait, pour savoir quels sont les plans d'action à mener, elle est définie en fait par une analyse préalable pour savoir dans le plan d'action qu'on va mener quelles sont les actions les plus pertinentes à mettre en œuvre en premier et avoir une priorisation et une planification dans notre plan d'action. Donc la question qu'on voulait vous poser, donc je vais vous remettre à contribution sur les petits votes avec les émoticônes. Quelle méthodologie permet d'avoir une analyse d'impact global de l'activité industrielle vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre? Bon, je pense que la question est assez simple, hein, mais il y a quand même un piège. Donc les réponses possibles, soit le bilan financier, soit le bilan carbone, soit le BGS, soit le bilan sanguin, soit le bilan de compétences. Bon, je vois que personne n'a pris le bilan financier, c'est dommage. Sean, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est un bilan carbone, en quoi ça consiste, quels sont les bénéfices de cette étude-là, et puis la différence qu'il y a avec un BGS? Oui, tout à fait. Alors, pour bien comprendre la différence entre bilan carbone et bilan GES ou bilan gaz à effet de serre, bilan carbone simplifié, on peut l'appeler aussi, c'est de bien comprendre les trois différents scopes. C'est-à-dire, si jamais vous regardez seulement les inventaires sur un site, c'est-à-dire les émissions que vous allez faire sur un certain territoire, on va regarder que pour les activités de l'entreprise. C'est-à-dire quand vous consommez sur place, les émissions, bon, c'est schématique, mais on met un capteur, on regarde le nombre d'émissions que vous avez émis sur un site, et vous avez ce qu'on appelle le scope 1. Le scope 2, pardon. Le scope 2, vous allez avoir que l'inventaire des émissions sur un site. On peut aussi regarder toutes les activités en amont, c'est-à-dire que si, par exemple, vous utilisez des matières premières, les matières premières ont été extraites, elles ont été purifiées, elles ont été transformées, tout ça, ça a émis des gaz à effet de serre qui n'ont pas été émis directement sur votre site, mais qui ont été émis en amont. Donc, pour être encore plus exhaustif, on va regarder tout ce qui rentre dans les activités amont. Et si on va aller encore plus loin, on va regarder le bilan, le scope 3, qui va être tout ce qui est en aval, c'est-à-dire ce qu'on va faire derrière avec ces matériaux, une fois qu'ils arrivent en fin de vie, voilà, l'utilisation qui va en être faite, voilà, est-ce qu'il va être recyclé ou pas, tout ça, ça va émettre aussi des gaz à effet de serre. Donc, dans la version très simplifiée, on n'est que sur le scope 2, sur la version plus exhaustive, on est scope 1 et 2 ou 1, 2, 3. Le bilan carbone, tout simplement, c'est scope 1, 2 et 3. C'est ce qui est le plus exhaustif, où on va regarder ce qu'on appelle sur la durée de vie du produit, de la fabrication, l'utilisation et la fin de vie. Et le bilan simplifié, qui est aujourd'hui le bilan qui est obligatoire pour les grandes entreprises. Alors, ce qui est obligatoire, c'est de faire minimum un bilan simplifié qui est sur le scope 1 et 2. Donc, ce qui est en amont et les activités de l'entreprise. Ça, c'est obligatoire pour les grandes entreprises. C'est les audits obligatoires.
Et si jamais, ce qui est fortement préconisé notamment par l'ADEME, c'est d'aller plus loin et d'en profiter pour faire un bilan carbone global qui va englober les 3 scopes. Voilà. Alors, pourquoi c'est important de le faire? Alors, au-delà de l'aspect réglementaire, hein, j'entends. Oui. Alors, je pense qu'on pourra peut-être juste montrer un exemple comme ça avec l'exemple suivant. Ouais. Ça va être plus parlant. Alors, n'allez pas vous faire mal aux yeux à essayer de décortiquer ce qu'il y a. En fait, ici, c'est le bilan carbone d'un produit, de la voiture. Si on regarde, si par exemple, je vous demande, est-ce qu'une voiture électrique peut émettre plus de gaz à effet de serre qu'une voiture thermique? Tout va dépendre du périmètre. Si on regarde que sur le périmètre de la fabrication, donc si on regarde très rapidement, sur la gauche de votre écran, vous avez un véhicule thermique. Tout à droite, vous avez un véhicule électrique. Si on regarde la partie bleue, ça c'est la partie fabrication. Pour un véhicule électrique, on va émettre plus de gaz à effet de serre pour la fabriquer. Par contre, sur la durée de vie, on peut le voir en vert, on va avoir beaucoup moins de gaz à effet de serre émis pour un véhicule électrique. Donc, tout ça pour vous dire, en fait, le bilan carbone est vraiment l'étude la plus complète si on souhaite vraiment réduire les gaz à effet de serre d'un produit. Parce que sinon, il y a un risque de ce qu'on appelle déplacer les gaz à effet de serre. Si on prend par exemple l'hydrogène, il y a beaucoup de personnes qui nous disent l'hydrogène, c'est l'énergie du futur. C'est vrai qu'il y a des aspects très intéressants à l'hydrogène, mais si jamais, par exemple, vous remplacez votre flotte de véhicules par des véhicules hydrogène sans vous soucier d'où provient cet hydrogène, vous pouvez avoir un impact bilan carbone qui est encore pire. Parce que la manière de fabriquer l'hydrogène peut être très émettrice de gaz à effet de serre, comme elle peut être plutôt bas carbone. Donc, vraiment, de regarder le bilan carbone d'un produit ou d'une entreprise permet d'avoir de manière exhaustive l'impact que vous allez avoir, que votre activité va avoir tout simplement sur l'atmosphère. Alors après, c'est une indication qui est très importante, mais on sait très bien que si vous êtes une entreprise de transformation, vous n'allez pas pouvoir aller agir directement sur l'extraction des matériaux, par exemple. Vous n'allez pas pouvoir directement agir sur le recyclage, encore que c'est ce qui commence à se mettre en place. Mais ça montre bien que suivant les choix que vous allez faire, les choix de matériaux, vous allez avoir un impact sur le produit final. Donc, non seulement sur votre site, de déterminer les matières premières, d'où elles proviennent aussi. Si vous prenez une matière première locale ou vous prenez une matière première de l'autre côté de la planète, forcément, vous n'allez pas avoir le même bilan carbone. Donc, voilà l'intérêt du bilan carbone. C'est très exhaustif et ça permet de dépasser le caractère seul des inventaires du site qui peuvent parfois être trompeurs ou même une manière un peu, on a parlé tout à l'heure un peu de greenwashing, mais pour déplacer en amont les émissions, c'est plus sur notre site, donc c'est bon. Alors que quand on regarde sur le bilan carbone, il n'y a pas de triche possible, en quelque sorte. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, le scope 1 et 2 est obligatoire. Ça, c'est en France, hein, pour vous expliquer. C'est l'ADEME qui a développé cette méthodologie, mais c'est le seul pays aujourd'hui qui impose aux entreprises d'avoir un bilan scope 1 et scope 2. Pour donner un exemple, dans les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, c'est proposé de prendre le scope 3 aussi, donc d'avoir vraiment un bilan carbone exhaustif. Voilà, encore une fois, c'est un moyen supplémentaire pour être vraiment exhaustif et pour ne pas pouvoir tricher par rapport aux émissions d'un produit. Voilà, et je rajouterais même que ça permet quand même, cette étude et cette analyse, de pouvoir construire un plan d'action pertinent, c'est-à-dire de pouvoir agir sur la source qui est la plus émettrice d'abord. On en revient à la règle de Pareto, hein, qu'on a appris à l'école, mais je pense que dans ce type de démarche, c'est quand même assez essentiel. Au-delà des problématiques qui peuvent être des gènes, enfin plus que des gènes, mais des problématiques de fonctionnement de machines telles que PY nous l'a expliqué. Là, je pense que c'est à traiter en dehors d'une analyse d'un bilan carbone parce que ça a un impact directement sur la production, sur la continuité de production, sur les arrêts de production. Mais du reste, faire une analyse bilan carbone sur l'activité de l'entreprise va permettre aussi de définir d'autres axes et un plan d'action beaucoup plus pertinent par rapport aux émissions les plus fortes.
Tout à fait. Et même si on peut, on va regarder pareil. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, on peut voir un cas concret pour vraiment voir la différence quand c'est un bilan carbone, de la manière où on peut mieux cibler, vraiment cibler les principaux postes. Alors, par exemple, est-ce que vous avez une idée des postes principaux d'émission pour une société du BTP? Alors, encore une fois, on parle de, là, on est sur le bilan carbone. Donc, la consommation des engins. Consommation des engins. Est-ce que j'ai une autre proposition? La fabrication du béton. Oui, matière. Alors, et des campins. Et des... matière, consommation des engins. Des ferrailles pour mettre dans le béton. Ouais, tout ce qui est matière. Alors, si on regarde la réponse. Alors, pareil, hein, désolé, on ne voit pas très bien, mais vous avez, en fait, c'est l'acier et le ciment, c'est les matériaux, l'extraction des matériaux, encore une fois, les matières premières qui sont les plus émettrices. Si on aurait fait juste, alors on voit, pardon, sur la gauche, c'est la consommation des engins. On voit les camions, c'est le fret, c'est tout ce qui est logistique pour acheminer toute la matière première ou acheminer les matériaux. Et on voit que le processus, les procédés, c'est-à-dire fabriquer un bâtiment, la fabrication en elle-même n'est pas très émettrice. Ce qui est vraiment émetteur, c'est les matériaux, l'acier et le ciment et l'aluminium aussi. Enfin voilà, tous les matériaux que vous avez cités, la ferraille, c'est ça qui a le plus gros impact sur les émissions globales du bilan carbone d'une entreprise. Si on aurait regardé que les émissions strictement émises sur un périmètre, on n'aurait eu que les procédés et la combustion, les engins de chantier, etc. On serait passé à côté de cette vision acier et ciment. Donc, vous l'avez dit spontanément, mais là, ça montre bien, c'est bien parlant pour voir l'avantage de ce bilan carbone. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions sur cette analyse bilan carbone? On passe à la suite. Moi, j'avais une remarque sur cette analyse bilan carbone. Alors, tout à l'heure, sur la voiture, j'avais une question sur est-ce que sur l'électrique, on parle de l'électrique en France ou de l'électrique en général? Parce que la taille du verre n'est pas forcément le même, justement, en fonction d'où vient l'électricité. Et même, enfin, c'est vrai sur tout. Même sur la manière dont on fabrique l'électricité, comment on fabrique les panneaux photovoltaïques, et pour avoir un peu consulté la base de l'ADEME, selon où est fabriqué un panneau photovoltaïque, il n'aura pas le même bilan carbone. Donc c'est vraiment, enfin moi je trouve ça important, et je trouve qu'on ne parle pas assez des émissions importées, parce que c'est facile de dire on va faire baisser le bilan carbone de la France en général ou de la Nouvelle-Aquitaine. Il suffit de détruire l'industrie et il y aura plus de, ça va faire baisser le bilan carbone. Ça va pas le réduire à zéro malheureusement, mais la consommation, les émissions de GES en tout cas. Mais moi j'ai l'impression que pour mieux maîtriser quelque chose, il faut pouvoir l'avoir à côté de soi justement. Et je trouve que c'est un sujet important en lien avec l'usine du futur, justement, de se dire, c'est aussi avoir gérer ses émissions et avoir des leviers d'action et pas d'envoyer comme à un moment donné, on a envoyé un ancien porte-avions se faire désamianter en Inde. C'est la même chose pour moi et je pense que c'est un sujet majeur aussi quand on parle de relocalisation industrielle, etc. Cette localisation des émissions carbone, et même si ça augmentait au global, si c'était pour mieux les gérer, ça serait pas forcément. On parle de la planète, on parle pas que de la France. Non. On est bien dans un monde systémique. Ouais. Tout à fait. Juste pour répondre, c'est une très bonne question. Là, c'est un mix français. Et donc, si on regarde la partie verte tout à gauche ou la partie tout à droite qui sont pour les véhicules électriques, la partie verte la phase d'usage pour un véhicule thermique, peu importe le pays, ça sera toujours le même. Bon, il y aura peut-être des petites différences sur la manière dont est extrait le pétrole et comment il est raffiné, mais par contre, si vous avez raison, par rapport au mix électrique et d'où vient l'électricité,
ça change tout. Et là, on voit par exemple tout à droite la petite partie verte qui représente au mix français. Si on est sur un mix polonais, par exemple, qui est je prends l'exemple de la Pologne, j'ai rien contre les Polonais, mais c'est parce que c'est le mix le plus carboné d'Europe, on serait à peu près 5 fois supérieur. Donc vous pouvez prendre la partie verte, la multiplier par 5 pour voir qu'en Pologne, une voiture électrique sera toujours un petit peu mieux, mais pas beaucoup mieux. Et ça, encore une fois, c'est le bilan carbone qui nous le montre. Parce qu'on a bien on a bien séparé les différentes parties et ça nous permet de vraiment voir l'impact d'une électricité bas carbone. Et c'est une très bonne remarque parce que plus on prend en compte le bilan carbone des produits, plus les entreprises qui produisent à bas carbone, qui sont efficientes, qui ont mis en place des énergies renouvelables ou qui ont mis en place des procédés avec une très bonne efficacité énergétique, auront un avantage par rapport à une entreprise qui émet énormément de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, ça ne s'est pas répercuté dans le prix. L'objectif, d'ici, je vais pas m'avancer sur une date, mais d'ici 10 ans, 20 ans, avant, si possible, ça sera d'avoir que les bilans carbone soient vraiment comptabilisés et permettent de définir aussi le prix d'un produit. Comme ça, on aura un avantage pour les entreprises propres ou qui utilisent de l'électricité bas carbone. Et forcément, ça évitera d'aller produire de l'autre côté de la planète pour moins cher, alors qu'au final, le bilan carbone sera bien très dégradé. Ok. Il nous reste une dizaine de minutes. Il y a un dernier sujet qu'on voulait aborder. C'était les motivations et les freins au lancement de cette démarche. Alors, sur le même principe, je vous propose de revoter sur les principales motivations que vous auriez à lancer une démarche de décarbonation, en tout cas d'analyse. Est-ce que la principale motivation, elle est réglementaire? Est-ce qu'elle est plutôt liée à vos clients ou à vos fournisseurs qui vous imposent d'avoir cette démarche? Est-ce que c'est plutôt en interne dans votre entreprise parce que vous avez ces remontées-là où vous souhaitez fédérer les équipes? Est-ce que c'est un sujet économique parce que on sait que la réduction de la consommation permet des économies? Ou est-ce que c'est pour vos enfants ou pour vos grands-parents? Ok, donc c'est vraiment un mix de l'ensemble de ces motivations. Et de la même manière, alors hop, je vais passer ça. Voilà. Et de la même manière, quels sont les freins qui vous bloquent en fait ou qui vous freinent dans le lancement de ces démarches? Est-ce que c'est parce que c'est pas dans vos priorités stratégiques d'entreprise? Est-ce que du coup vous n'accordez pas le temps puisque vous l'accordez principalement à vos priorités stratégiques? Est-ce que c'est lié à un manque de moyens financiers ou de fonds propres parce que vous souhaitez plutôt couvrir ces investissements sur vos fonds propres? Est-ce que c'est la réponse C? Est-ce que c'est un manque de moyens humains et de compétences au sein de votre structure? Ou est-ce que c'est parce que c'est pas dans la culture de l'entreprise? Ok. Alors, peut-être on va essayer de traiter ces aspects-là. Si on revient sur les motivations et les freins, il y a un lien, de toute façon, il y a un lien entre les deux. Sur les motivations, on voyait quand même qu'il y avait un point sur la réglementation. Sean, vous nous avez déjà évoqué l'obligation qu'ont les grands groupes à publier, enfin, à réaliser l'analyse de bilan carbone et à la publier. Donc, c'est tous les 2 ans, c'est ça? 5 ans, si je dis pas de bêtises. Tous les 5 ans. Alors, il y a une autre réglementation qui est associée également au plan de relance et qui va toucher les entreprises qui ne sont pas des grands groupes, mais des plus petites entreprises. Paul, est-ce que tu voudrais nous expliquer les contreparties qui sont liées au plan de relance? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je reviens juste, c'était 4 ans en fait, le renouvellement du bilan des gaz à effet de serre, c'est tous les 4 ans pour les grandes entreprises de plus de 500. Donc, comme l'a dit Chen, il y a
pour le coup des aides qui sont proposées par l'État pour aider les entreprises justement qui auraient du mal à avoir des fonds propres ou auraient peur des retours sur investissement pour investir dans des stratégies bas carbone. Donc l'État a mis en place dans France Relance vraiment de gros moyens pour soutenir les entreprises pour justement acheter des équipements. Donc il y a une liste d'équipements entre autres qui sont donc on va pas dire décarbonés mais qui sont bas carbone, qui sont mieux en termes de consommation, plus efficaces. Et pour le coup, toutes les entreprises qui bénéficient donc et qui bénéficieraient donc qui porteraient en fait un dossier de demande auprès de France Relance et qui recevraient ces aides en fait, ont une condition, c'est-à-dire de faire un bilan de gaz à effet de serre qu'on appelle simplifié. Donc, on attend encore que la méthode soit publiée au journal officiel, mais il y aura en contrepartie donc cette nécessité de faire un bilan de gaz à effet de serre simplifié. Donc, désormais, ça s'appliquera à partir des entreprises à partir de 50 salariés. Donc, les entreprises qui sont à plus de 251, le seuil étant à 500 aujourd'hui. Là, cette fois, les entreprises de plus de 251 devraient faire donc ce bilan de gaz à effet de serre simplifié en contrepartie des aides de France Relance avant le 31 décembre 2022. Et pour celles qui seraient donc à plus de 50 et en dessous de 250, devraient faire en fait ce bilan de gaz à effet de serre simplifié toujours d'ici le 31 décembre 2023. En fait, il y a un an supplémentaire pour les petites entreprises. Donc, on a encore peu de visibilité dessus sur ce qui sera exactement attendu, même s'il y a une méthode aujourd'hui du bilan de gaz à effet de serre qui existe. Mais voilà, sachant que ça serait une contrepartie de France Relance, que la méthode simplifiée, donc comme je vous l'ai dit, elle reste à être définie par la réglementation. Par contre, ce qu'il faut noter d'ores et déjà, c'est qu'il va être rendu public pour les entreprises qui bénéficient de cette aide. Il va bien être rendu public ce document. Il ne sera pas mis à jour tous les 4 ans, comme on le connaît aujourd'hui dans la réglementation, mais subtilité tous les 3 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions pour les entreprises réellement parlant. Il n'y a pas de sanctions pour les entreprises qui ne feraient pas ce bilan de gaz à effet de serre alors qu'elles avaient reçu des aides de France Relance. Par contre, si les aides de France Relance doivent être données sur plusieurs années, bien entendu, si après le 31 décembre 2023, par exemple, il n'y a toujours pas de bilan de gaz à effet de serre fait par les fonds ne seront plus délivrés. Je tiens juste à souligner que c'est quand même, j'ai pas envie de vous faire peur et pas envie de passer pour le rabat-joie dans des discussions pourtant qui étaient. Pardon. Non, en tout cas, sachant que France Relance, c'est entendu au sens très large, c'est pas cette conditionnalité de France Relance, c'est entendu au sens très large. Ce n'est pas uniquement pour les aides qui seraient en lien avec l'environnement, c'est vraiment pour toutes les aides, y compris l'activité et le chômage partiel. Voilà. Et je vais essayer de quand même terminer sur une note un petit peu plus agréable, mais je ne voulais pas couper les échanges tout à l'heure sur la consommation d'eau. Mais il faut savoir quand même que la réglementation environnementale en France s'est quand même concentrée pendant très très longtemps à la qualité de l'eau et à préserver la qualité de l'eau et à peu en fait travailler sur le respect et comment en fait mieux gérer les quantités et les consommations d'eau. Il faut savoir que vraiment c'est en train de changer la vision de la réglementation en France par rapport à ça. Il y a depuis quelque temps des projets qui sont en cours d'expérimentation pour inciter les entreprises, justement, qu'elles soient installations classées pour la protection de l'environnement ou non, à utiliser justement plus d'eau pluviale ou de réutiliser de l'eau dans les process. Donc, il va y avoir des grosses démarches et des grosses impulsions réglementaires pour inciter les entreprises à améliorer leur consommation d'eau. Donc, pour celles qui ont déjà commencé, c'est une très bonne nouvelle. Et je terminerai juste pour dire qu'on a parlé aussi au tout début du webinaire de la raréfaction des ressources qui était en lien avec le réchauffement climatique et l'eau en fait réellement partie parce que pour le coup, il y a des entreprises qui sont très très fortes consommatrices d'eau. On l'a dit qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient des papetiers, donc leur matière première, une de leurs plus grosses matières premières, c'est l'eau. Et pour le coup, on était dans des départements, même des régions où il y avait peu de problématiques avec l'eau, mais aujourd'hui, c'est vraiment en train de changer. Le réchauffement climatique est en train de raréfier avec de plus en plus de sécheresse, donc raréfier la quantité d'eau. Il y a des entreprises que j'ai pu suivre par le passé qui ont dû même arrêter leurs activités certains étés, donc qui étaient des papetiers qui ont arrêté leur activité certains étés. Donc tout ça pour dire que le réchauffement climatique, il est vraiment là et il y a déjà des impacts sur les industries. Et ça a même ou ça commence à avoir des impacts également sur nos centrales nucléaires.
Je n'ai pas osé rouvrir le débat sur les centrales nucléaires, mais on sait qu'il y a des centrales qui ont dû baisser leur activité pour manque d'eau pour refroidir les réacteurs. Donc on voit bien que même si on arrive à trouver une solution technique en fait qui est, j'allais dire, économe, etc., le fait qu'on vit sur des systèmes qui sont intimement liés, les problématiques de l'un touchent l'autre. Hein, donc bon, c'est toujours très délicat, même avec toutes les analyses qu'on peut faire. On est obligé de choisir un périmètre d'analyse et de définir des plans d'action liés au périmètre qu'on peut maîtriser. Et évidemment, les interactions sont bien plus vastes que ça. Et le monde est bien plus complexe que la manière dont on veut bien le schématiser. En tout cas, dans nos démarches. On arrive à l'échéance en fait de cet événement. Je voulais juste prendre quelques minutes supplémentaires pour pouvoir demander et laisser Maëlle exprimer les freins et les motivations qui ont été à l'initiative du projet et de l'ensemble des actions que vous avez pu mener, nous expliquer comment ça s'est déroulé, à quelle initiative il y a eu ces premières démarches et puis comment ça s'est transformé au fil du temps. Alors, nous, l'initiative, en fait, elle a démarré il y a plusieurs années avec la volonté de mettre en place une démarche de responsabilité sociétale des entreprises, en fait, au niveau du groupe. Donc, c'est vraiment une démarche qui a été portée par la direction. Je pense que ça, c'est très important parce que on se rend compte que c'est des projets qui vont généralement toucher la totalité en fait des services de l'entreprise, que ce soit la production ou les services supports, mais aussi en fait le fonctionnement général de l'entreprise. S'il n'y avait pas ce soutien en fait de la direction et cette volonté en fait d'aller vers des améliorations au niveau de nos rejets, on n'aurait pas du tout entrepris toutes ces démarches en fait d'amélioration. Ensuite, c'est sûr qu'il y a un côté réglementaire et client-fournisseur qui est de plus en plus important. Nous, aujourd'hui, en fait, on le constate surtout au niveau des audits clients. Il y a quelques années, nos audits, en fait, les clients, ils venaient uniquement auditer la partie qualité de nos process. Aujourd'hui, 90% des audits, il y a une partie sur nos rejets, sur nos impacts sur l'environnement. Donc, c'est aussi des questions qui nous forcent à prendre en compte et à améliorer en fait au niveau des domaines de rejet. Et après, au niveau des freins, je pense que le premier, ça va être l'aspect financier. Parce que voilà, c'est des gros projets, donc forcément des gros investissements. Et pour des petites entreprises, c'est pas forcément possible de porter ces investissements. Donc, nous, pour les réaliser, en fait, on a toujours fait appel à des subventions. C'est vrai qu'il y a et aujourd'hui, hein, surtout avec le contexte économique, il y a de plus en plus de subventions de l'État ou de la région ou des agences de l'eau ou même au niveau départemental. Et nous, c'est vrai que on s'appuie sur ces subventions pour pouvoir réaliser en fait nos projets. Et l'autre point peut-être qui peut être un frein, en fait, c'est si on pense ne pas avoir les compétences pour réaliser le projet en interne. C'est vrai que c'est des projets qui demandent du temps, donc ça veut dire qu'il faut avoir quelqu'un qui s'en occupe et qui connaît peut-être plusieurs domaines. Donc souvent, si on n'a pas ces compétences en interne, il va falloir faire appel à des bureaux d'études. Et en fait, nous, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est qu'en fédérant l'ensemble des opérateurs et des salariés sur ces projets, parfois, on avait des personnes, c'était pas forcément dans leur fiche de poste, mais c'était des projets qui les touchaient personnellement ou qui les intéressaient. Et même si on pensait ne pas avoir la compétence, au final, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient prêts à porter les projets. Et c'est ce qui nous a aidé à travailler et à avancer sur certaines thématiques. Bon, donc ça répond, oui, aux problématiques qu'on a pu voir sur les freins tout à l'heure. Hop, je suis allé trop loin. Sur le manque de moyens financiers, donc les solutions de financement, en fait, elles peuvent être sur fonds propres. Je pense que c'est la majorité des projets qu'on peut trouver. Là-dessus, les subventions aident bien sûr
sur ces projets-là. Mais il y a aussi, il y a aussi d'autres solutions de financement qui peuvent être du financement par projet. La création, alors l'économie de toute façon permet aussi d'avoir une capacité d'investissement peut-être un peu plus importante. Mais il y a des choses où je vois de temps en temps passer des démarches où le financement est lié au projet et permet un autofinancement. Et donc, elle n'est pas liée exclusivement à l'investissement sur fonds propres de l'entreprise, mais est considérée comme une activité avec un business model à part entière qui permet et de générer des revenus qui vont permettre de payer des investissements. Bon, il y a des solutions en fait qu'il faut creuser. Alors rien n'est simple comme d'habitude, mais voilà, faut pas exclusivement penser qu'un projet peut être exclusivement lié à l'investissement sur fonds propres. Par contre, pour tout ce qui est investissement sur fonds propres, je pense que Sean, vous êtes bien placé pour dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des mesures et des dispositifs qui sont en place pour accompagner les entreprises couvrent un spectre très large, depuis les études jusqu'à l'investissement matériel. Donc, dès lors qu'on va initier cette réflexion et cette démarche, on va pouvoir aller activer des dispositifs multiples et complémentaires qui permettent de réduire considérablement l'impact de ces démarches-là sur la capacité d'investissement de l'entreprise. Je vois que vous souhaitiez réagir. Monsieur, j'ai oublié votre nom, monsieur, Société PY, monsieur. Ah, votre micro est coupé peut-être? Désolé, j'avais coupé le micro. Monsieur Marc. Mais je vous avais vu, j'avais vu que vous souhaitiez intervenir. Non, c'est vrai que, bon, les freins, je rejoins Maël sur les freins. Hein, nous, c'est pareil, c'est plus on est petit, plus c'est compliqué. C'est aller chercher des ressources immatérielles en externe. Voilà, et puis c'est après financer les projets. Voilà, c'est, je pense, le cas de toutes les entreprises. Elle a très bien témoigné et par ses propos, elle nous a tous représentés dans nos difficultés. Donc, c'est vrai que nous aussi, on va chercher l'axe des subventions. Et rien n'est facile, mais aujourd'hui, on n'a plus le choix. On doit se remettre en question dans toutes nos entreprises pour que chacun fasse un effort, aussi petit qu'il soit, en cumul. Ça sera la solution de demain parce que la planète ne pourra plus supporter nos façons de faire et il faut absolument que vraiment on se mette au travail, quoi. Donc voilà. Vous avez parfaitement résumé la situation et je pense que je vais vous laisser le mot de conclusion du coup. Je voulais pas le faire, mais bon, voilà, tellement. Et je vous remercie tous de témoignage, ça nous a conforté dans notre volonté. Il faut vraiment qu'on fasse des choses, quoi. Eh bien, merci à vous surtout. Merci de votre participation. Et puis de toute façon, on va vous accompagner sur la suite. Hein. Laurie va venir vous rencontrer. Et je pense que c'est justement le démarrage de ces démarches-là. Merci à tous. Merci. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée à tous. Du coup, je vais avoir besoin de Sean pour mon industriel. Il est très bien, il investit régulièrement dans l'innovation, il a créé des produits innovants justement, puisqu'il fait des outils coupants, il a créé des formulations pour pouvoir recycler la matière, etc. Donc l'ouverture d'esprit est liée. Après, il faut l'aider à monter le projet, je pense, avec un bon diag et puis derrière faire un peu d'ingénierie de business plan pour pouvoir monter tout ça, mais il fera partie de ceux qui iront au bout sans problème. Voilà. Donc, vous me direz comment ça fonctionne. Pardon, excuse-moi, Jean-Michel.
Du coup, dans pratico-pratique, vous me direz comment on peut fonctionner, Sean. Est-ce que vas-y, Laurie. je vais le voir une première fois et puis après peut-être on fait une rencontre. Alors je ne sais pas si vous vous déplacez physiquement ou si on organise ça en visio ou comment on peut faire, je ne sais pas. En fait, comme j'ai travaillé avec Julien, c'est que dans un premier temps, je peux vous envoyer une petite synthèse que j'ai faite qui regroupe un peu tous les différents dispositifs. Et après, suivant c'est du cas par cas. Donc, bon, idéalement, dans un premier temps, c'est de le faire par téléphone, de voir avec l'industriel exactement ses besoins et de le diriger vers là, clairement, il y a plusieurs possibilités pour l'aide à la décision. De voir quelle est la plus adaptée pour lui. Et ensuite, après, il y a... En ce moment, il y a beaucoup de dispositifs, donc c'est bien justement qu'on les ait pas présentés un par un, parce que sinon c'est un peu laborieux. Mais voilà, cette petite synthèse que vous l'ayez tous comme ça, déjà vous avez une vision un peu de ce qui existe. Et après, moi, je reste à disposition. Et bien sûr, si c'est un projet, on peut aussi se déplacer, ou on fait aussi des campagnes de communication. Comme vous l'avez très bien fait là, de mettre en avant des industriels, il n'y a rien de plus parlant. Donc là, on est en accompagnement à fond. Ok, top. Super, merci. Merci beaucoup, Sean, du coup. Oui, Jean-Michel, vas-y. Bon, c'est ça, merci. Non, je voulais remercier Sean aussi, donc... On est assez d'accord sur le sujet. Merci d'avoir été présent. Merci pour la clarté des infos qui ont été communiquées à nos amis. Sean, tu m'avais dit que vous étiez en train de remettre aux bonnes couleurs de l'ADEME la présentation qu'on avait faite. Est-ce que tu as du nouveau là-dessus ou pas? Alors, on a eu un premier retour parce qu'on l'a fait faire par un graphiste externe pour le rendre un peu plus professionnel. Okay. Donc là, on est en train de le peaufiner. Donc, j'ai déjà fait une version un peu plus claire que je pourrais te renvoyer. Et après, j'espère avoir ça d'ici mi-mars, d'avoir vraiment un support facile et qui puisse vivre un peu tout seul. Avec forcément après d'être en support quand il y a des questions, mais pour déjà avoir un support qui vit bien. Très honnêtement, je l'ai testé du coup en entreprise et on m'a dit waouh, l'ADEME a fait un effort de clarté du coup que c'était vraiment très très appréciable puisqu'on savait sur lequel se positionner ou en tout cas pour un pré-filtre. Donc moi ça m'aide beaucoup là sur le terrain. Donc dès que vous avez une version arrêtée qu'on peut laisser les mains dans un industriel, pour l'instant je leur montre mais je leur laisse pas dans les mains, donc dès que vous avez quelque chose d'arrêté, en effet, je pense qu'on sera tous preneurs au niveau des R2ID. Voilà. Super. Pour être honnête, dans un premier temps, c'était pour nous, hein, parce que vu qu'il y a tellement de dispositifs, ça nous servait d'abord en premier pour nous. Donc, pourquoi pas le partager? Bon, non, il y avait aussi le but de le partager avec les partenaires, mais oui, ça bouge beaucoup les dispositifs, donc ça permet de voir un peu les complémentarités et comment ils s'articulent les uns entre les autres. Il y a quand même, on dirait pas en premier abord, mais il y a une certaine logique quand même. Si, on a bien compris grâce à ta matrice notamment, on voit la continuité, la complémentarité des dispositifs. Donc ça, c'est top. Et puis de toute manière, on viendra t'embêter régulièrement à t'envoyer des petits mails comme je fais déjà, sans trop te spammer. Promis, je ralentirai un peu le rythme. Mais pas du tout, avec plaisir. Il y a pas de souci.